Sa convocation devant le Conseil des disciplines de la Direction générale des impôts et domaines reportée, le leader de PASTEF dénonce une cabale contre sa personne. Ousmane Sonko affirme que cette procédure vise à intimider et à liquider un opposant gênant. Selon lui, elle a été violée dans la mesure où le ministre de la fonction publique n'est pas habilité à signer l'arrêté de convocation. L'inspecteur des impôts soutient que seul le chef de l'État a cette compétence. N'est-ce pas, Kodenjaye? Le leader de PASTEF dénonce une tentative de liquidation. Pour lui, sa convocation devant le Conseil de discipline est une cabale orchestrée depuis le palais de la République. Le plan Ourdi, c'était la radiation de Ousmane Sonko, suivi d'un emprisonnement de 6 mois. Et c'est ça qui est mûri au cœur du palais. Parce qu'il faut écarter un adversaire politique à l'approche d'élections législatives dont ils n'ont aucune garantie de pouvoir sortir avec un score honorable. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que la cabale politique ourdie par M. Macky Sall lui-même consiste à ce schéma-là. L'inspecteur des impôts a soulevé une série d'irrégularités qui entourent la procédure. Il estime que seul le chef de l'État est habilité à signer sa convocation et non pas un ministre de la République. Il y a eu entorse à la réglementation parce que le président de la République ne veut pas donner l'apparence d'avoir lui-même initié la cabale. Vous voyez ici, il s'agit d'un fonctionnaire de la hiérarchie A, sorti de l'ENA dans les mêmes conditions que moi, hiérarchie A, nommé à son corps par décret de la même manière que moi, ayant reçu son diplôme d'ENA dans les mêmes conditions que moi, et c'est le président de la République qui décrète d'abord la suspension. C'est le président de la République qui suspend. Et je rappelle que j'ai été suspendu par le DG des impôts, qui est à 5 ou 6 niveaux du président de la République. Et Ousmane Sonko d'enfoncer le clou. Il estime que le régime en place est incapable d'apporter des réponses à ces interpellations. Depuis qu'on a commencé à éclairer l'opinion, personne ne nous a trouvés sur le terrain du débat de fond. On n'a pas encore répondu sur l'affaire Petrotim. L'affaire de l'Assemblée nationale, ça a été une cuisante défaite pour eux. On ne nous a pas encore répondu sur les 5 milliards de ArcelorMittal. On ne nous a pas encore répondu sur les conclusions des rapports de l'IGE. On ne nous a pas encore répondu sur les 22 milliards de Ovidiu Tender. On ne nous a pas encore répondu sur le recyclage ou le recel des biens mal acquis. Le leader de PASTEF a réitéré son engagement pour le combat de la bonne gouvernance, mais aussi de la transparence. Et ce, quel que soit le prix à payer. Un peu plus tôt, l'audition d'Ousmane Sonko, prévue ce matin, n'a pas eu lieu. Convoqué devant le Conseil des disciplines du ministère de la fonction publique, le concerné y est allé avec un pôle de 5 avocats. Selon le président, le leader de PASTEF ne peut être assisté que par un seul avocat, ce que réfute Maître Bamba Cissé, un des conseils de l'inspecteur des impôts. Le voici au micro de notre reporter. On nous a déjà empêché l'accès aux locaux et sur insistance d'un membre du pôle d'avocats de M. Sonko, le directeur lui-même est descendu pour nous signifier que Sonko n'avait droit qu'à un seul avocat. Ça a créé quand même une certaine hilarité. On a considéré que ça, c'est une déclaration d'une extrême gravité qui ne porte plus atteinte à Sonko lui-même, mais à l'ordre des avocats. Il n'existe dans aucun pays au monde où on restreint le nombre d'avocats. Qu'allez-vous faire à présent, maître? Et c'est la première fois que nous assistons à une telle situation. Et nous avons donc décidé, à partir de ce moment déterminé, de ne pas participer à tout cela. C'est la raison pour laquelle, avec la concertation de M. Sonko, eu égard au fait qu'on l'a empêché de venir avec ses avocats constitués et choisis par lui-même, tous les avocats qui y étaient et Sonko ont décidé effectivement de partir et de laisser le conseil éventuellement se poursuivre s'ils veulent et que ceux-là qui sont là-bas puissent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas un boycott parce qu'on y était ce matin. On leur a offert une possibilité de nous entendre parce que nous avons préparé ce dossier depuis 2 mois ou 3 mois. Que nous sommes ici à préparer nos arguments de défense et je pense que la défense est absolue.
Les leaders de l'opposition ont témoigné ce mardi leur soutien à l'inspecteur des impôts, Ousmane Sonko. Les leaders politiques Omar Sarr, Mamadou Diop Decroix, Malick Noël Seck ont fait le déplacement pour assister le leader de PASTEF. Tous ont fustigé le comportement du régime en place. Selon eux, le Sénégal est un pays démocratique et le restera. Quelques réactions au micro de Lustina Sagna. Ceux qui disent la vérité dans ce pays-là sont toujours sanctionnés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer si on veut que ce pays-là émerge un jour. Si jamais le pouvoir en place s'évertue à museler les gens vertueux, ça veut dire que ce pouvoir-là n'a aucune vertu et qu'il faut le combattre de toutes nos forces. Et nous appelons vraiment le peuple sénégalais à ne pas attendre de mots d'ordre pour prendre ses responsabilités. Nous allons participer à toutes les actions qui nous pourraient aider à annuler ces mesures d'intimidation. Parce que quand même, nous sommes dans une démocratie, les responsables politiques doivent pouvoir parler librement, communiquer sur les dossiers qu'ils maîtrisent. Donc nous sommes vraiment, c'est une tentative, c'est un acharnement, une tentative d'intimidation et nous refusons ça. C'est un processus d'agression qu'on a noté de la part du pouvoir. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Mais nous, notre devoir est de résister et d'organiser également le peuple à résister. C'est notre devoir, nous y travaillons. Il faudra que les partis politiques, les mouvements citoyens, les personnalités patriotes de ce pays, que nous tous, nous puissions nous retrouver autour de ce point essentiel, c'est-à-dire la survie de la démocratie dans notre pays. Il faut que ça s'arrête. Tout le monde est exposé. En fait, les fonctionnaires de l'État du Sénégal aujourd'hui ne sont pas en sécurité. Parce que quand on ne peut pas s'exprimer librement, on n'est pas en sécurité. Et Ousmane Sonko n'a rien fait. Il n'a commis aucune erreur dans l'exercice de ses fonctions. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'affaire Ousmane Sonko pour ce soir. Pape Diop chez le khalife général des Mourides. Une visite de courtoisie que le chef de file de la convergence démocratique Bokk Gis Gis a rendu ce matin au guide religieux à son domicile à Dakar. Il s'est longuement entretenu avec le khalife sur divers sujets. L'homme politique a profité de l'occasion pour dénoncer l'audition d'Ousmane Sonko. Selon lui, c'est peine perdue puisque l'inspecteur des impôts a le soutien de l'opinion. Elhadj Moussa Bey était sur place. C'est à 12 heures, passé d'une quinzaine de minutes, que le président de la convergence démocratique Bokk Gis Gis est arrivé à la villa du Khalife 6 aux HLM. À la tête d'une forte délégation, Pape Diop est venu profiter du séjour du Saint-Homme à Dakar pour s'entretenir avec lui et solliciter ses prières. Si le Khalife se déplace sur Dakar, je crois que tous les musulmans, en général, qui ont le temps, viennent lui rendre visite. C'est dans ce sens qu'il faut mettre donc mon déplacement aujourd'hui ici aux HLM pour m'entretenir avec lui. Les deux hommes se sont parlé en toute discrétion, loin des caméras. Dans les discussions, divers sujets ont été évoqués. Le pays, sur la Mouridia, et sur d'autres sujets. L'ancien président du Sénat et de l'Assemblée nationale a également profité de cette visite pour se prononcer sur l'audition d'Ousmane Sonko. C'est peine perdue parce que le Sénégal est un pays de démocratie. Le Sénégal est un pays de justice et de liberté. Par conséquent, je ne vois pas comment le régime du président Macky Sall pourrait-il museler les Sénégalais et les empêcher de parler de leurs biens. Donc il perd son temps et les partis d'opposition ont été aujourd'hui au rendez-vous pour apporter leur soutien à M. Ousmane Sonko. Le khalife des Mourides est à Dakar depuis presque une semaine. Les talibés viennent de partout pour se recueillir et solliciter des prières. Intéressons-nous à présent à l'élection du H2CT. Benno Siggil Sénégal s'est investi. Les membres de cette coalition jugent ce nombre insuffisant. Ils estiment qu'ils sont des alliés sûrs. Ces leaders interpellent le président de la République afin qu'il y ait plus d'équité et de considération à leur égard lors de la nomination des 70 hauts conseillers. Un sujet de Fatou Bintou Diagne.
Cette investie pour la coalition Benno Siggil Sénégal pour les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, un nombre jugé insatisfaisant par ses leaders. Cette investie, c'est peu. C'est peu, mais mis dans le contexte et la façon dont les choses sont produites, quand même, bon, c'est difficile, c'est absolument difficile, mais le Benno Bokk Yakaar, quand même, le Benno Siggil Sénégal, j'allais dire, mérite en réalité plus que ça. Innovation dans ce scrutin, la coalition Benno Bokk Yakaar dispose d'une seule et unique liste à Dakar et dans tout le pays, ce qui rencontre l'adhésion des responsables de Benno Siggil Sénégal. Un signe quand même très positif pour la coalition. Et heureux qu'en ce moment crucial aussi, que le Benno Bokk Yakaar puisse s'ajuster et puisse quand même, quel que soit le prix payé, alors constituer des listes communes partout au Sénégal. Partout au Sénégal, je dis bien, particulièrement ici à Dakar. Ces leaders interpellent le chef de l'État sur les 70 conseillers qu'il doit nommer. Ils souhaitent plus d'équité et de considération. C'est une occasion aussi pour signaler que, ce faisant, alors le Benno Siggil Sénégal est en droit d'en attendre encore un renfort de la part du président de la République. Comme certainement toutes les composantes de la coalition quand même feront un appel du pied. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une exigence des assises nationales, même si son utilité est des fois remise en cause. Ses leaders pensent qu'il sera un cadre d'échange sur les questions de décentralisation. Et nous changeons de registre. La commune de Fass-Gueule-Tapée à Colobane veut lutter contre les inondations. Pour atteindre cet objectif, les autorités municipales ont entrepris de faire le point sur les canaux qui, une fois que la pluie tombe, sont submergés. Conséquence, les maisons sont envahies par les eaux de pluie. Le maire de la commune a décliné la feuille de route de ce programme au sortir de leur conseil municipal tenu ce mardi. Ousmane Ndoye est interrogé par Ibrahim Fall. Tout ce que je sais, c'est qu'on est souvent inondé. J'ai fait appel à l'ONAS avec mon conseil, mon bureau municipal. On s'est bagarré pour en arriver là. Ce n'est pas quelque chose qui a été facile. Aujourd'hui, on est arrivé à faire réaliser cette opération par l'ONAS, par l'État du Sénégal. C'est extraordinaire. Fass est entouré de 2 canaux. Vous le savez. Mais quand il pleut, c'est toujours inondé. Est-ce que vous pensez que ça, c'est logique? Nous avons 2 canaux qui nous encadrent. On n'a pas besoin de voir la pluie. Quand il menace, moi, je ne suis pas tranquille. Alors, si maintenant on arrive à réaliser ces projets, les gars, plutôt dites merci à l'État du Sénégal et bravo au conseil municipal de Gueule-Tapée Fass-Colobane. On s'est bagarré pour en arriver là. L'un des projets, c'est le projet de Bailay. Et nous sommes arrivés à faire un assainissement dans cette commune, dans ces quartiers, pour 100 millions de francs. Et c'est l'État du Sénégal qui nous accompagne. C'est important, il faut le dire. C'est pas nous. Jusque-là, nous, on n'a pas sorti de moyens. Tout ce qu'on a sorti, c'est un peu la cervelle, réfléchir, se mettre d'accord sur les stratégies. C'est tout ce qu'on a fait. Ça a un coût également, c'est un prix. Le pèlerinage à la Mecque édition 2016 évoqué en titre. Le premier vol quitte Dakar ce soir. Toutefois, certains pèlerins restent sceptiques et craignent de vivre le feuilleton de l'année dernière. Beaucoup avaient été laissés en rade. D'autres confient n'avoir pas encore reçu leur visa. Des inquiétudes balayées d'un revers de main par la commission. Elle rassure et promet un voyage sans perturbation pour tous les vols. Les précisions d'Ibrahim Fall. En gare de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, ces pèlerins attendent leur document de voyage pour quitter Dakar en destination de la Mecque. Mais les couacs de l'année dernière sont toujours présents dans les esprits. On avait déjà fait 10 jours dans ce hangar l'année dernière à cause de ces visas. Je ne saurais vous dire les dispositions prises cette année. Mais de notre côté, tout est fin prêt. J'ai tout déposé et je n'ai pas encore reçu de visa, encore moins de passeport. Du côté de la commission chargée d'orienter les voyageurs, pas d'inquiétude majeure. Tout est en place pour un travail efficace, rassure ses membres. Vous avez trouvé ici la mise en place d'abord des documents de voyage, à savoir les passeports, estampillés avec des visas d'Arabie Saoudite, plus les sacs et tout ce qui s'ensuit pour les pèlerins. Donc nous sommes sur la ligne droite. À 21 h, ils sont convoqués au hangar pèlerin. Je fais partie de ceux qui étaient laissés en rade ici l'année dernière. Mais nous prions vivement que cela ne se reproduise plus. Le premier vol du pèlerinage 2016 quitte Dakar ce jeudi à partir de 4 h du matin. À l'aéroport, les pèlerins vont recevoir leurs documents de voyage, promettent les organisateurs.
Je l'annonçais en début d'édition, le per diem aux frais de déplacement pour les journalistes au centre des discussions au sein de la profession, une occasion pour la rédaction de s'interroger sur les causes de cette pratique. Est-ce la précarité dans laquelle travaillent la plupart des journalistes qui est à l'origine de ce phénomène, ou la question est beaucoup plus complexe et qu'on ne le pense? Des professionnels des médias se prononcent dans cet élément de Aïssatou Dioptal. La question des per diem, souvent appelée frais de transport pour les journalistes, est plus que jamais préoccupante. Selon des hommes de médias, ce phénomène est bel et bien devenu une réalité dans la profession, phénomène qui trouve ses racines dans la précarité dans laquelle vivent les reporters. Présentement, il serait difficile pour une association de la presse d'interdire aux journalistes de récupérer le per diem, dans la mesure où il n'y a aucune disposition dans le code de déontologie des médias, dans le code de la qui interdit aux journalistes de prendre ce qu'on appelle le per diem. Il faut tuer le mal à la racine. Quand on parle tout le temps d'argent dans la presse, on pense aux petits reporters exploités, mal lotis. La vraie corruption dans les médias, c'est à un autre niveau, c'est à un niveau beaucoup plus élevé. Arrêtons de s'en prendre aux pauvres petits journalistes. Si un organisateur me propose le per diem, bon, je prends. Parce que, bon, il faut le dire, notre situation n'est pas du tout les meilleures jusqu'à présent. Les mettre dans de bonnes conditions de vie et de travail suffirait-il pour régler ce problème? Faire un plaidoyer auprès des organisateurs, leur signifier ou bien leur faire comprendre qu'il n'est pas possible ou bien qu'il est formellement interdit à tout journaliste de faire recours au per diem. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième démarche à faire également, c'est au niveau de l'État du Sénégal. Voir dans quelle mesure l'État doit accompagner la presse pour que cette précarité qui prévaut dans les entreprises de presse ou dans certaines entreprises de presse soit un vieux souvenir. Ce code-là règle ce problème d'assainissement du métier de journaliste au Sénégal. Le problème des per diem fait l'objet de débats au Sénégal. Des organisations internationales comme l'USAID et l'UNESCO ont arrêté la pratique. Reste de voir si le CORED va réussir à sensibiliser tous les organisateurs de rencontres. Le chapitre économique, l'Association des femmes en Afrique de l'Ouest dénonce avec énergie les tracasseries routières dont elles sont victimes dans l'espace CEDEAO. Un manque à gagner qui influe sur leurs recettes. Ces femmes entendent sensibiliser les commerçantes sur le droit de commerce au sein de cet espace. Au menu de la rencontre également, l'étude des textes qui régissent les fondamentaux du commerce transfrontalier. Ababakar Sadir Top nous en dit plus. Protéger les femmes commerçantes dans l'espace CEDEAO est le souci de l'Association des femmes en Afrique de l'Ouest. C'est dans ce sens que l'AFAO prône le retour aux textes fondamentaux du commerce transfrontalier. Il arrive que les femmes passent la nuit dans les camions ou à ciel ouvert. Et donc, tous ces types de vulnérabilité rendent la femme, évidemment, une proie facile pour les oiseaux de mauvaise augure et qui entravent l'évolution des textes de la CEDEAO. 75% des acteurs interfrontaliers. Du reste, comme l'a dit Sékou Touré déjà en 1983, il disait que si les femmes sont intégrées, la région sera intégrée. C'est la raison pour laquelle nous, on est plus engagés que tous les autres secteurs pour faire en sorte que le commerce intra- et interrégional puisse être promu. Le représentant de la CEDEAO trouve que les États doivent renforcer leur politique d'intégration afin de faire éviter aux commerçants les tracasseries routières. Cet instrument, d'abord, n'est pas suffisamment connu par les différents acteurs, y compris même dans certains corps de contrôle. C'est un texte aussi, malheureusement, qui a besoin d'une certaine appropriation par les acteurs. Et c'est tout l'objet de cet atelier-là pour un peu sensibiliser ces acteurs-là, notamment les femmes, parce qu'on a constaté une certaine féminisation, si je puis m'exprimer ainsi, de ces tracasseries-là. Cet atelier a pour cible les femmes commerçantes, actrices du commerce transfrontalier des produits agricoles. Les forces de police, de douane, de la gendarmerie et de la direction des eaux et forêts sont également interpellées pour un respect des textes qui régissent l'espace CEDEAO. Allons à Mbour, les acteurs de la société civile se mobilisent pour trouver une solution au retard de développement de leur département. L'initiative est de Action, Solidarité et Citoyenneté. Ses membres ont organisé un forum économique sur le thème « La place de Mbour dans le PSE ». Les acteurs de la société civile proposent la mise en place d'un cadre de concertation où se retrouveront tous les cadres pour échanger sur le sujet. Sur place, nous retrouvons Mamadou Diop.
Malgré ses potentialités économiques énormes, le département de Mbour a un retard de développement inquiétant. Rien ne bouge, tout est aux arrêts. Une situation qui a poussé la société civile locale à se mobiliser pour trouver solution aux problèmes. Si aujourd'hui l'État, à travers le PSE et à travers l'acte 3 de la décentralisation, réalise de gros investissements dans le département de Mbour, il suffira d'anticiper sur ces réflexions et de voir ce que le département de Mbour doit avoir comme attitude pour pouvoir capter et bénéficier des retombées de ces investissements. Devant cette situation, si rien n'est fait, Mbour ne sera que dortoir dans l'avenir, selon la société civile locale. D'ailleurs, si nous ne le faisons pas, en fait, c'est quoi? Nous risquons d'être, en tout cas le département de Mbour, j'allais dire, une cité dortoir. Si on laisse les choses se dérouler, l'État réfléchit au sommet pour amener la réflexion, mettre la réflexion en œuvre, nous serons des consommateurs. Et personne ne connaît mieux que nous nos problèmes. Pour renverser la tendance, Mohamedou Baro et compagnie proposent un cadre de concertation. Les cadres qui sont dans le département de Mbour, qui sont dans la commune de Mbour, autour de la société civile, autour des élus, du conseil départemental et des communes, doivent réfléchir, doivent se regrouper autour d'un cadre de concertation. Le nom importe, qu'ils réfléchissent et qu'ils produisent des documents pour dire voilà ce que nous voulons que Mbour soit. Dans le cadre d'un pôle territoire, quel doit être le rôle de Mbour, et définissent un peu plus ou moins les rôles et responsabilités de tout un chacun, les objectifs à atteindre et en tant que tel, ce que nous attendons du département de Mbour. L'association Solidarité et Citoyenneté a organisé à la mairie de Mbour un forum économique autour du thème « La place de Mbour dans le plan Sénégal émergent ». Nous en venons à la page des sports. JO 2016, le sélectionneur national de basket féminin tire malgré tout un bilan positif de la prestation de son équipe. Selon Moustapha Gueye, il s'agit d'une bonne préparation pour l'Afrobasket 2017. L'entraîneur déplore cependant les conditions de voyage qui ont impacté sur la performance des Lionnes. Toutefois, il précise qu'ils n'ont pas reçu 10 millions annoncés comme annoncé, mais plutôt 3. La mise au point du sélectionneur national, Moustapha Gueye, s'est déroulée en présence de Adjara Cissé. Le continent africain, les Lions du basket reviennent avec 5 défaites des Jeux Olympiques de Rio. Un malheureux bilan de 482 points encaissés contre 309, ce qui les place sur la plus petite marche du classement général. Toutefois, pour le coach, les JO vont servir à mieux préparer l'Afrobasket de l'année prochaine. Nous sommes allés dans une compétition mondiale où nous avons joué avec nos arguments, nos armes, et malheureusement, il y a eu 5 défaites. Que nous assumons d'ailleurs entièrement, mais il y a des choses qui ont été très positives. Elles ont joué avec un état d'esprit très positif. Sur le plan physique, elles ont bandé les muscles, elles ont essayé de jouer, de répondre présent. Les conditions de voyage difficiles ont aussi fait l'objet de débats au cours de son face-à-face avec la presse. Coach Tafa signale que ceci fait partie des éléments qui ont impacté négativement sur la prestation des Lionnes. Tout le trajet, vous n'avez entendu aucune joueuse se plaindre. Elles étaient à l'aéroport, assises à même le sol, certaines couchées. Moi-même, on m'a nargué avec une photo où j'étais complètement fatigué. Il y a certaines personnes qui veulent qu'on ait des médailles, mais ça, c'est vraiment rêver debout. Hein. C'est rêver. Le niveau mondial, on n'a pas encore, mais on a des joueuses de qualité, de très bonne qualité. Nous avons un État qui veut nous aider, mais il faut trouver des correctifs par rapport à l'investissement financier, l'argent qui est éjecté, comment elle est éjectée et comment elle est utilisée pour que la production soit meilleure demain. L'équipe nationale féminine pouvait rendre une meilleure copie si le plan de préparation concocté par le staff technique était respecté à la lettre. Conviction du sélectionneur qui reste convaincu que l'équipe a tous les atouts pour garder les titres continentaux. Différent autour du stade de Mbao, la gestion revient finalement à la municipalité. Les autorités de cette commune et celles de la ville de Pékin se tiraillaient pour la gestion de ce complexe sportif. Un consensus a été trouvé entre les deux parties. Ce stade a d'ailleurs officiellement ouvert ses portes. C'est dans ce site que s'est jouée la Coupe du maire de Mbao. L'édile de la localité Abdoulaye Pouy s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. Oui, je crois que cette thème est dépassée, en tout cas dans nos têtes. Mieux que ça, je crois que le président de la République a même promis de mettre sa main, parce que le maire de la ville, vraiment, on a discuté avec le maire de la ville, notre ami Abdoulaye Timbo, qui a bien voulu donc laisser la gestion de des stades de Mbao à la commune.
Mais aussi, il faut remercier aussi le gouverneur de Dakar et le préfet de Pikine, plus aussi le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, qui ont voulu rétablir la vérité, la loi et le droit. Et je crois que ça a été cause entendue. Et en tout cas, un consensus s'est dégagé et qu'entre les deux maires, après la réception des stades de Mbao, la gestion sera donc attribuée à la commune de Mbao. Nous en remercions Dieu aussi et toute la jeunesse de Mbao qui a participé à ce combat. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez dans un instant BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. N'hésite pas. Mes parents connaissent beaucoup de monde en Côte d'Ivoire. Merci, c'est gentil. Je vais me reposer un peu. À plus tard. Après des années de dur labeur, nous allons enfin pouvoir faire entrer la Kalou Cacao Café en bourse. Cela n'a pas été simple, mais nous y sommes parvenus. On renvoie en flagrant délit des dossiers parce que la partie civile n'est pas présente. Et des fois, la partie civile fait exprès de ne pas comparaître pour que la personne mise sous mandat de dépôt reste en prison. Et le juge n'en tient pas compte. L'audience pour le jugement de ceux qui ont fait ça, à chaque fois, ils reportent. Vous avez vu ça? Chaque fois, c'est reporté. Donc, il n'y a pas une date qui est effective. On reporte. À chaque fois, on reporte. Moi, je me pose des questions. Vraiment, comment tout cela va se terminer? Vraiment, c'est regrettable. Hein? Le pouvoir n'est pas justifié. Si une demande de renvoi peut-être relève du dilatoire ou autre, le juge doit catégoriquement refuser la demande et retenir l'affaire. En tout cas, des demandes de renvoi ou même des renvois coups. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé.